Ce mardi 20 novembre 2012, une nouvelle a fait le tour du monde, c'est-à-dire la chute de la ville de Goma, qui est tombée dans les mains d'un mouvement armé appelé mouvement du 23 mars. Donc, il se surnomme le M23. C'est dans l'est de la République démocratique du Congo, la ville de Goma, qui est la capitale du Nord Kivu. Avant de développer mon idée, je voudrais d'abord vous donner le point de vue que j'ai reçu, parce que j'ai essayé de tenter de parler au téléphone à plusieurs de mes amis qui sont dans l'est du Congo, mais je suis tombé quand même sur une jeune fille qui est à Goma et une jeune femme qui se trouve à Kisangani. Et écoutons d'abord ce que la jeune fille de Goma m'a dit. Sikia baka mavita kule nije sasa. Ndio, tushakuwa deja Mgoma. Bashaingia. Mulibaona ubia mjatoka nje? Tulibaona bia biko deja Mgoma, wanasema kesho biko nafanya mitingi mustade. Nasha kaka maradio, tunjo kwa nasema kwa maradio sasa. Balingia saa ngapi omwe? Balingia depuis 11h, mais tuliona kapia na 16h. 11h. 11h asubuhi balingia. Mais balionekana mwingine quartier ma 16h. Ma 16h. Sasa balingia ni leo, balingia jana? Pardon? Balingia leo ou bien jana? Leo, donc mardi balingia. Donc leo mardi le 20 novembre 2012, njo balingia ma 11h, mais ma 16h njo balionekana muvile. Walipika kwa barabara, biko wanasalimia watu, wanaambia watu wasiogope. Watu wasiogope. Sasa vile uliwaona, vile mwe bata kugoma mshafahamiana na bajirani yenu, ni Wakongomani wala ni wene Rwanda? Ni Banyarwanda. Ni Banyarwanda? Sasa ile M23 nye wanachangana. Wanachangana? Ni kabila za mingi wanachangana. Ni kabila za mingi, ni kusema ni kabila za mingi na makabila wa Kongomani au makabila za mingi za Rwanda? Na Wakongomani na mais ba chef bale beko na dirige ni ba Rwandais. Sa mwe pale mko kule ku frontière selon réalité à terrain juu nyinyi ndio mnajua réalité ya kule. C'est-à-dire M23 inyewe ni wa Kongomani ni wa Rwandais au juste racine yabo. Hatujui walikuwa wamelangia pia racine. Okay. Balingia na magari bila na miguu. Balikuwa waliingia baje kuna pigana defati kwa aeroport kama kama radio. Japo tukiona. Bon lakini injo mara ngapi baningia Mkongo? Ndio mara kwanza. Mara kwanza. Okay, banasema abatapiga watu, awataua watu, kesho ndio watafanya meeting, wameambia ni nini watafanya ndani ya Kongo. Okay. Nikusema kuna tena shule, hakuna kufanya kitu, msha kujificha tu manyumba. Ndio. Okay. Masomo ya kianza tu. Okay. Lakini mshasikia oga sana. Ndio. Obia oga inamalizika vile wanasema msisikie oga, msikimbie, msiogope. Okay. Jani nitajua sasa nikusalimie. Basi nafasi. Okay, ensuite suivons la version de la jeune femme de Kisangani. Tu dis ils sont entrés, ils ont brûlé le bureau de la CENI. Oui, ici ils ont brûlé le bureau, ils ont brûlé de la CENI, du PPRI.
voire même deux véhicules de la Monique différents. Donc, personnellement, je n'ai pas vu, mais Ok. je sais qu'on dit comme bizarre. À quel niveau là-bas? Dans quelle ville? Pardon? À Goma ou bien à Beni? Bon, je suis à Kisangani. Tu es maintenant à Kisangani? Oui. Dans les informations concernant la prise de Goma, comment est-ce que vous digérez ça? Non, non. Donc, qui ont brûlé le véhicule de la CENI, tout ça, ce sont des attaquants, des individus ou bien des troupes armées, c'est qui? Non, ce sont les étudiants, les véhicules de l'ONU, Ok, de la Monique. ok, c'est une forme de protestation. Oui, donc, les avec un Fanyamini, avec tout ça, où ils sont carrément complices. Donc, la MONUSCO ne fait rien. Comment une force de l'ONU géante doit être intimidée par les M23 qui entrent et la MONUSCO recule, ils ne font rien. C'est ça Voilà. le fond même de la question. Ouais, c'est ça. Bon, les M23, là, selon l'information que toi tu peux disposer, ce sont les Congolais ou bien ce sont des Rwandais? Ni Rwandais, bon, dit-on, ni Rwandais. Donc, en bref, il ne faut pas ajouter d'adjectifs, embellir ou bien enlaidir la question. Tout court, ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent au Congo? Je ne sais pas ce qu'ils revendiquent. Personnellement, je ne connais pas trop leur aide et en tout cas, je ne sais pas ce qu'ils revendiquent. La terre congolaise, les richesses du Congo, ou bien massacrer seulement le Congolais pour le plaisir de les massacrer? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Je ne sais pas vraiment ce qu'ils revendiquent. Mais il y a des rumeurs disant qu'ils sont en train de réclamer leurs droits par rapport au Congo. Ils ont aidé, bon, je ne sais pas si Joseph ou Laurent désirait à prendre le pouvoir et la convention n'a pas été respectée, disons. Mais je ne sais pas grand-chose. Donc, ils ont aidé Joseph ils ont aidé Joseph Kabila à reprendre le pouvoir. Dans quelles circonstances? Bon, tantôt Joseph, tantôt Laurent Désiré Kabila, non, on ne sait pas. Dans leur droit, c'est-à-dire, il faut qu'on leur donne de l'argent, donc un chèque là-bas, il faut leur payer quelque chose, ou bien faire d'eux des Congolais, ou bien qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que quand vous aidez quelqu'un, en retour, on vous donne donc un paiement quelconque. Qu'est-ce qu'ils désirent comme paiement? Non, non, je ne sais pas. Non, c'est pourquoi Franchement, je ne sais pas ce mouvement. c'est pourquoi c'est un peu flou là-bas. Hein? C'est flou, hein? Vraiment. Donc après ces commentaires, si il faut vraiment parler de ce qui se passe toujours dans l'Est du Congo, et spécialement dans la ville touristique de Goma. Je pense que j'ai été touché de voir que certaines personnes étaient contentes donc de recevoir ces nouvelles-là. La chute de Goma a créé une joie pour une catégorie de Congolais. Et elle a aussi créé la tristesse d'une autre catégorie. Nous sommes en démocratie, chacun a droit à la parole et à manifester ses sentiments de la façon qui lui semble convenable. Mais dans tout ça, moi, ce que je peux dire, c'est que nous, en tant que peuple congolais, nous avons vraiment beaucoup de choses à apprendre. Pourquoi si nous regardons l'histoire du pays, depuis l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais a été mis à l'écart donc, de tous les processus qu'on peut appeler
démocratique, on n'en voyait vraiment pas. Mais il y a quelques jours, quelques mois, bien quelques années, avec le changement qui s'opère dans le monde actuel, il y a un retour de démocratie, bien qu'on ne peut pas tout réaliser en un seul jour, mais quand même, il y a des gens qui écrivent, qui parlent, qui expriment ouvertement, donc qui disent ouvertement ce qu'ils ont au cœur. Alors, moi, je ne m'étonne pas de voir que s'il y a un sujet, par exemple, qui touche la République démocratique du Congo, qui est divergence de vues, c'est-à-dire il y a ceux qui aiment et ceux qui détestent la situation sur le terrain. Mais en ce qui concerne la prise de la ville de Goma, moi, ce que je peux donner comme conseil à mes frères et sœurs congolais, c'est d'essayer un peu de transcender leurs sentiments. Pourquoi? Parce que quand il y a un événement, qu'il soit fâcheux, qui arrive dans un pays tel que le nôtre, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, nous ne devons pas oublier qu'un événement est aussi une façon de tester l'esprit de la population, de tester donc son degré de connaissance de l'histoire de son pays et la grandeur de son patriotisme. Donc, moi je pense que pour reprendre les paroles de feu Laurent Désiré Kabila, LDK, moi je peux dire, en aucun cas, un vrai Congolais ne peut se réjouir quand une partie de son pays tombe dans les mains de l'ennemi, de l'étranger. Aucun vrai Congolais ne peut se réjouir quand une population, donc dans n'importe quelle province, quelle ville, quel village du Congo est humilié, tué, violé, donc poussé à subir des traitements inhumains des mains des agresseurs, qu'ils soient congolais ou bien étrangers. Donc, nous devons quand même montrer notre degré de patriotisme, puisque si nous regardons même autour de nous, aux États-Unis d'Amérique, dans les pays européens, pourquoi pas en Asie, en tout cas, ils ont leur démocratie à eux. Ils n'ont pas tous des vues similaires sur les questions qu'ils débattent dans leur pays. Mais ce qui est vrai, c'est que quand le pays est en danger, vraiment, on sent une mobilisation forte. On sent un patriotisme sans précédent. Je peux vous donner l'exemple de ce qu'on a appelé World Trade Center, l'événement qui a eu lieu sur le bombardement de 2 tours jumelles à New York, aux États-Unis d'Amérique. Cet événement, bien cet incident a trouvé que les politiciens américains en ce temps-là étaient vraiment divisés sur beaucoup de points. C'est-à-dire les républicains et les démocrates ne s'entendaient pas sur beaucoup de points. Mais avec cet événement là-bas, ce malheur qui a frappé le cœur de la ville de New York, donc la capitale économique des États-Unis d'Amérique, vous avez vu comment les Américains ont tous mis de côté d'abord leurs divergences, leurs discussions pour se rallier, s'unir autour d'un idéal qui est la sauvegarde de l'unité nationale, de la paix et de la sécurité nationale. Et vous connaissez la suite. Mais c'est étonnant de voir un Congolais se réjouir, où qu'il soit, parce qu'il a entendu à la radio ou bien l'a vu à la télévision que la ville de Goma venait de tomber. C'est bizarre. Alors, où est la différence entre ce genre de Congolais-là
est l'agresseur. Donc, l'ennemi qui attaque le Congo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Et celui qui est punissable, condamnable au centuple, aux yeux des dieux, c'est le Congolais. Pourquoi? Ça, c'est ton pays. C'est Dieu qui t'a mis là-bas. Dieu a fait de toi un Congolais. Donc, tu as un devoir indiscutable de supporter ton pays dans le bien, tout comme dans le mal. Dans le bonheur, tout comme dans la misère. Avant tout, chercher à sauvegarder l'unité de mon pays, à défendre mon pays. Un étranger, c'est passable. Le malheur des Congolais, la misère, toutes les choses négatives qui peuvent arriver aux Congolais, s'il s'en réjouit, on peut comprendre. Ce n'est pas son pays. Il n'a pas d'intérêt là-bas. C'est pourquoi j'ai commencé par dire qu'il faut vraiment que le peuple congolais puisse se dépasser. Hein? Et de cette manière-là, on peut comprendre, savoir bien appréhender certaines situations et chercher d'une bonne manière à faire revenir le pays sur le bon chemin. On parle de M23, il y a trop d'écrits, trop d'informations, des programmes sur les télévisions du monde, les radios du monde, mais vous avez vous-même suivi les deux extraits que je venais de vous exposer là-bas. La racine de ce qu'on appelle le M23, c'est le Rwanda. Ce sont des Rwandais. Mais les Rwandais ne sont pas des idiots. Kagame qui est au pouvoir, ce n'est pas un idiot. Il sait que, oui, il ne peut pas faire confiance aux Congolais, dire aux Congolais d'aller détruire leur pays en majorité comme ça. Non, il va rencontrer toujours des barrières. Il y a toujours un sentiment. Si on donne des armes à un national, fils du pays, pour aller tuer ses frères, ses tantes, ses sœurs, ses voisins là-bas, même quand on a un cœur démoniaque, il va arriver un moment là où on doit en tout cas stopper et dire non, 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 non. J'étais aveuglé, j'étais vraiment perdu, je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Mais maintenant, je vois, non, 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 je ne dois pas continuer à faire ça. Alors comprenez pourquoi le Rwanda ne peut pas donc faire confiance, donc faire à ce que les Congolais se retrouvent dans le noyau qui compose le M23. Ça, c'est faux. Le M23, c'est un produit des Rwandais, made in Rwanda, fabriqué au Rwanda par Paul Kagame et ses partenaires au Rwanda, dans d'autres pays d'Afrique et même à l'extérieur. Tout ça, c'est facile à dire. Tout le monde en parle. Kagame se retrouve dans une situation telle que il faut maintenant jouer sur sa survie. C'est-à-dire, il est venu, il s'est retrouvé au pouvoir dans des conditions tellement obscures, des conditions tellement négatives, puisqu'il y a trop de sang qui a coulé. Alors, ce n'est pas un pouvoir acquis d'une manière orthodoxe, je veux dire. Alors, comprenez pourquoi l'homme doit être toujours aux abois. Hein, c'est-à-dire, il doit être vigilant pour voir ce qui peut lui arriver. Ça viendra de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Il n'est pas tranquille. Alors, comprenez pourquoi il veut maintenir son pouvoir tout en créant le désordre chez les autres. Pourquoi? Si vous êtes dans l'état d'un désordre perpétuel, hein, surtout le Congo, parce que c'est le théâtre donc, de toutes les convoitises de la planète Terre, hein, si le Congo est dans un état de désordre perpétuel, oui, ça fait perdre aux Congolais, mais ça fait profiter aux étrangers, et notamment le voisin le plus proche qui est le Rwanda.
L'histoire, malheureusement, n'a jamais été étudiée d'une bonne manière par certaines personnalités de la planète Terre dans des hauts milieux, donc ceux qui tiennent des fonctions élevées à la tête des pays et d'autres institutions dans ce monde. Ce que Kagame est en train de faire, moi je peux dire que Mobutu l'a fait avant lui. Mobutu a collaboré avec les grands de la planète Terre. Ils lui ont donné des devoirs à domicile qu'il fallait exécuter. Mais, en conclusion, pour ne pas reprendre les mêmes histoires chaque fois, même dans sa gloire, même dans sa folie meurtrière, Mobutu est un saint devant Paul Kagame. Pourquoi je dis ça? Mobutu n'a jamais tué des millions de gens au Rwanda. Mobutu n'a jamais tué des millions de gens dans n'importe quel pays. Bien qu'il était utilisé par les puissances qui ont fait de lui un grand homme en Afrique centrale pour protéger les intérêts des Occidentaux. C'est-à-dire bloquer l'épanouissement et la force de l'URSS à atteindre les territoires convoités par les Occidentaux. Mais Kagame est en train de jouer le jeu d'une mauvaise manière. Pourquoi? Il est perdu dans cette ambiance là-bas de tueries à la chaîne. Et il oublie que chaque action posée aujourd'hui doit toujours avoir une réaction. Quelque chose qu'on plante aujourd'hui doit germer et ça doit être récolté tôt ou tard. C'est pour cela que je dis que ce que Paul Kagame est en train de faire, qu'il sache que ça ne peut pas passer incognito comme ça. Donc ça ne peut pas passer sans qu'il y ait un choc retour. Une main viendra tôt ou tard pour lui demander des comptes. Et qu'il soit déjà préparé pour cela. C'est vrai, en suivant les informations, j'ai entendu le Rwanda dire trop de choses sur le Congo démocratique. C'est vrai, nous avons hérité d'un Congo depuis les années 60. Les Belges sont partis, ils nous ont laissé un Congo divisé. Hein? Comme je l'ai dit, les colons sont venus, ils ont divisé les populations là-bas. L'indépendance était venue, une indépendance acquise d'une manière difficile. Alors, avec trop de blocages de la part des Occidentaux, qui a coûté la mort même, donc qui a coûté la vie, je veux dire, de notre héros national qui est Patrice Emery Lumumba. Et après cela, on n'a pas bien décollé. On a parachuté un dictateur. Donc, par la CIA, la France, la Belgique, dont les Occidentaux, pour mieux gérer ce pays qui est tellement riche. Alors, remarquez, les Congolais n'ont pas, ou bien n'ont jamais eu un moment de joie réelle dans le développement politique et social de leur pays. Et vous remarquerez que ce que je veux dire, c'est quoi? C'est ceci. On a entendu des commentaires de la part des gouvernants rwandais qui, quand ils veulent parler du Congo, ils le font toujours d'une manière négative. C'est vrai, on n'est pas sain au Congo démocratique. On a des problèmes au Congo. Mais eux aussi, les Rwandais, ne doivent pas seulement se contenter de nous pointer, les défauts de la République démocratique du Congo, tout en faisant semblant d'oublier leurs propres problèmes. C'est comme si le Rwanda était devenu un paradis, là où tout est clair, tout est blanc, tout est parfait, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une grande erreur.
ce qu'on appelle une illusion, que seuls les imbéciles peuvent gober facilement sans avoir à se poser certaines questions. Comme conseil gratuit, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, moi je dirais seulement à Kagame, vous savez, les temps ont changé, vraiment changé. Nous ne sommes plus dans le monde archaïque où les informations étaient cachées hermétiquement là-bas. C'est-à-dire quand les moyens de communication étaient à la portée, c'est-à-dire seuls des gouvernements et des services secrets là-bas. Mais aujourd'hui, les choses ont changé en ce sens que beaucoup de gens voient des infos tomber devant leur face, dans leurs mains, avec une bénédiction qui est l'Internet aujourd'hui. Donc, les moyens de communication actuels nous ont vraiment permis à avoir accès à beaucoup de dossiers qui étaient jusque-là cachés. Et je reviens à mon conseil. Le Congo a ses défauts, c'est sûr. Mais cela ne donne pas maintenant le droit au Rwanda de vouloir maintenant utiliser les défauts du Congo pour oublier les défauts rwandais et commencer maintenant à exploiter les défauts congolais pour les doubler, donc les tripler même. Non. Puisque, jusqu'à preuve du contraire, le Congo, qu'on le veuille ou pas, restera un territoire congolais. Un don que Dieu a donné aux Congolais, d'abord. Tout celui qui veut devenir Congolais doit passer par la grande porte, pas par la fenêtre. Et si Kagame est triste de se voir à la tête d'un pays qu'on appelle Rwanda, dont il est mécontent, selon sa stature, donc la stature qu'on lui a donnée par ses maîtres, ou bien la stature qu'il croit avoir, ne correspond pas, je veux dire, avec donc ce fait qu'il est à la tête de ce pays qu'on appelle Rwanda. Alors, s'il veut se faire congolais, c'est simple. Il ne peut pas le devenir par les armes. Il y a un moyen de venir et de demander la nationalité, comme dans tous les pays du monde qui sont bien développés. On va là lui accorder cette nationalité congolaise après avoir examiné son dossier, bien sûr. Le Congo a des défauts, comme je le disais, mais le Congo ne doit pas être considéré comme l'enfer. Pourquoi? Parce que le Rwanda aussi a ses problèmes. Et ce sont les problèmes du Rwanda qu'on veut de force transférer pour en faire des problèmes congolais. Alors qu'on dit que, bon, quand on pose des questions, par exemple, à un gouvernant comme Kagame dit non, ne me parlez pas du Congo, I don't care about Congo, let's talk about Rwanda. C'est comme si au Rwanda, ils sont bien et au Congo, il y a l'enfer. Donc, je ne voudrais plus revenir sur cela, mais ma tâche aujourd'hui, en tant qu'intellectuel d'origine congolaise, est de me tenir ici pour défendre la terre de mes ancêtres. Et je dois lancer à Kagame ceci, qu'il se souvienne comment il est entré au pouvoir, comment il est devenu président du Rwanda. Était-ce dans des conditions pacifiques? Était-ce après une guerre et des tueries en masse? C'est ça la question à laquelle il doit lui-même répondre. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il est devenu président. Il est en train de servir les intérêts de ceux qui lui ont ouvert la porte. Il s'est assis là-bas. Alors, tous les ébats qu'il est en train de faire, moi je peux comprendre ça, il cherche un moyen pour préserver son pouvoir, que lui-même connaît. De quelle manière il a eu ça? Si c'était un pouvoir calme, un pouvoir honnête, un pouvoir démocratique, je pense que l'homme devait être dans son élément. Il devait se poser à Kigali, dans le grand fauteuil présidentiel,
fermer même ses yeux. Il devait se dire, j'ai pris le pays d'une manière honnête. Mais comme il a pris le pays de la manière dont il connaît lui-même, alors comprenez pourquoi le monsieur n'est pas tranquille. Il redoute que quelqu'un viendra de quelque part, si ce n'est pas parmi ses siens, les siens je veux dire, c'est parmi les étrangers pour lui en demander des comptes. Et selon les lois de la nature, ce moment-là, s'il ne vient pas maintenant, il viendra toujours. Qu'on s'attende à ça. Le Congo n'est pas dirigé démocratiquement, oui. Beaucoup de pays africains ne le sont pas. Un pays qu'on a meurtri, qu'on a vraiment mis à genoux pendant beaucoup d'années, ne peut pas retrouver son élément démocratique du tic au tac, c'est-à-dire en un clin d'œil comme par miracle. On a trop de failles au Congo, c'est un processus qu'il faut acquérir, étudier, pratiquer, construire et développer tous les jours. Est-ce qu'au Rwanda, y a-t-il démocratie? Y a-t-il réussite sur le plan politique? C'est ça la question que j'aimerais poser à Kagame. Et au regard de ce que moi, je connais, le peu que je connais sur le Rwanda, je peux bien dire que Kagame est un dictateur. Je peux le confirmer en donnant d'abord un seul exemple. Les exemples font légion, mais je voudrais seulement donner un exemple. Il y a cette brave femme qu'on appelle Victoire Ingabire. Elle a quitté l'Occident. Elle s'est rendue dans le pays de ses ancêtres pour participer à la construction du processus démocratique. C'est-à-dire, elle a senti que c'était son droit en tant que Rwandaise de souche d'aller dans son pays pour exercer les droits démocratiques, c'est-à-dire postuler à n'importe quel poste. Où est-elle? Quel mal cette brave femme a fait pour se retrouver en prison où elle est aujourd'hui? Dites-nous, Rwanda, si vous êtes pays démocratique. On a suivi que cette femme a été déclarée comme, c'est-à-dire une personne qui ne peut pas postuler pour faire la course dans le processus démocratique afin de prendre aussi la chaise présidentielle. Et on lui a jeté dessus beaucoup d'histoires, c'est-à-dire il était impliqué dans ceci, dans cela, un mouvement terroriste, tout ça. Si nous prenons l'image, donc, brève de tout cela, nous allons dire que la réponse est claire. Le Rwanda est réclamé par la démocratie aussi. Le président Kagame a pris le pouvoir après qu'il y ait eu massacre, donc ce qu'on a appelé internationalement le génocide du Rwanda. On a vu comment ça a commencé. C'est-à-dire, il fallait faire partir Habyarimana parce qu'il gênait pour remplacer son pouvoir qu'on a qualifié de tous les mots, c'est vrai. L'homme a été tué. Kagame a pris le pouvoir. D'abord, après la mort d'Habyarimana, il y a eu donc un mouvement social qui a fait ce que les Tutsis et les Hutus ont commencé à se battre. En s'entretuant, on a appelé cela génocide. Et le mouvement de Kagame est arrivé, il a pris le pouvoir, et la suite, c'est quoi? Il a fallu chercher des gens sur qui jeter tous ces péchés-là, c'est-à-dire les responsables du génocide.
Mais quand nous regardons tout cela très bien, on a l'air d'observer que on ne parle pas des racines du génocide rwandais. On ne parle pas des causes, qu'elles soient profondes ou bien même des causes là-bas simples qui ont causé ce grand génocide de 1994. On a tendance à présenter au monde des effets. Et je tiens à dire que cela n'arrangera pas le problème rwandais. Pourquoi? Jusqu'à preuve du contraire, Kagame ne peut pas dire aux Hutus comme ça qu'ils ne sont pas rwandais. Donc ils n'ont aucun droit au Rwanda, même d'ouvrir la bouche, de réclamer leurs droits. Non, ce sont des Rwandais. Ce que moi je peux lui demander, c'est, il y a un travail à faire au Rwanda aussi. Kagame doit s'asseoir autour d'une table avec ses frères Hutus. Ils doivent parler sincèrement, ouvrir leur cœur, voir comment se pardonner et réparer ce qui a été brisé afin de s'engager honnêtement sur le chemin de la vraie paix et la vraie démocratie avec un grand D au Rwanda. Depuis qu'il est au pouvoir, vous remarquez, j'ai toujours dit qu'il ne le fait pas seul. Donc Kagame est devenu l'homme du moment. C'est-à-dire celui qui a la clé. Si vous voulez entrer au Congo, il faut passer par Kagame. Qui vous ouvre la porte, vous entrez, vous pillez, vous faites n'importe quoi, vous sortez, il referme la porte et qu'il peut rouvrir quand il veut. C'est la réalité du monde. Alors, qu'en faisant tout ça, il oublie que la porte qu'il ouvre pour entrer piller les richesses du Congo lui a rendu service. C'est le Congo démocratique qui est en train de construire le Rwanda. On peut nous montrer des photos à la télévision, à l'internet là-bas, on peut en parler. Il y a de belles routes au Rwanda maintenant, il y a de belles maisons, on a construit ceci, on a construit cela. Pas de problème. Moi, selon mon entendement, cela ne peut pas être appelé construire véritablement le Rwanda. La construction véritable du Rwanda ne doit pas s'appuyer sur des choses matérielles. C'est-à-dire, Kagame doit plutôt se préoccuper à construire les cœurs des Rwandais. C'est pourquoi j'ai dit, il doit s'asseoir avec ses frères Hutus. C'est Tutsis qui ne partagent pas les mêmes idées que lui, parce que je sais que nous ne devons pas englober, parce que Kagame est Tutsi, c'est-à-dire tous les Tutsis sont mauvais. Non, parce que je sais qu'il y a des Tutsis qui sont aussi traqués, qui n'ouvrent pas la bouche au même titre que les Hutus qui sont majoritaires. Kagame doit s'asseoir avec ces gens-là. Au lieu de passer tout simplement son temps à construire des ponts, des routes, il doit savoir que la bonne, la véritable construction du Rwanda, c'est la construction des cœurs. Et cette construction donnera un développement, un avancement et une paix durable au pays. Parce que les ponts qu'il est en train de construire, les routes, de parterres de fleurs qu'on peut mettre par-ci, par-là, au rond-point. C'est vrai. Mais ce n'est pas une construction durable. Aussi longtemps qu'elle ne dépose pas, ou bien qu'elle ne repose pas, je veux dire, sur des cœurs remplis de réconciliation. C'est-à-dire des cœurs qui ont eu le temps de s'asseoir autour d'une table, de se regarder dans les yeux et de se dire des vérités et de se pardonner sincèrement. Donc, Kagame doit faire ça. C'est ça son problème qu'il semble oublier. Parce qu'il est trop occupé à regarder les failles qui sont au Congo. Alors que si nous voulons suivre la philosophie de Jésus qui nous dit, au lieu de passer tout ton temps à pointer, c'est-à-dire la tâche qui est dans l'œil,
de ton frère ou bien de ton ami, mais regarde la poutre qui est dans ton œil aussi. Lave-toi d'abord, purifie-toi avant de chercher à laver ou bien à purifier les autres. Combien de Tutsis ont fui le pays? Ils sont en exil. Et on a entendu que certains étaient même poursuivis en Afrique du Sud, dans les rues là-bas, même sur les lits d'hôpital, qu'on voulait même tuer. Ce ne sont pas les Congolais qui les ont poursuivis. Ce n'est pas le gouvernement congolais imparfait qui est allé poursuivre ces gens-là. C'est le gouvernement rwandais dans toute sa perfection. C'est pourquoi, encore une fois, moi, je recommande au gouvernement rwandais du moment de ne pas passer son temps à accumuler les richesses qui viennent du Congo. Parce que moi, je peux dire que les richesses du Congo ne finiront pas aujourd'hui. Elles peuvent finir, mais ça prendra beaucoup d'années, même plus d'un siècle. Mais pendant ce siècle-là, l'inimitié, le conflit rwando-rwandais prendra quelle dimension? Si, au lieu de chercher à le résoudre, les dirigeants sont occupés à accumuler les richesses qu'ils volent du pays voisin, au lieu de s'occuper de chercher leur paix. Leur paix véritable, d'abord chez eux. Donc, carrément, je sens que on doit laisser le Congo en paix. Nous avons notre problème, nous avons nos problèmes. Vous avez aussi vos problèmes, que chacun cherche à résoudre ses problèmes au lieu de s'occuper des problèmes des autres. On sait, dans le concert des nations, il y a ce qu'on appelle l'interdépendance, c'est-à-dire, dans beaucoup de cas, surtout pour l'Afrique, le président n'arrive pas au pouvoir de même comme ça. Ils le font avec l'aide des partenaires locaux et des partenaires internationaux, des Occidentaux souvent. Et quand vous arrivez au pouvoir, alors, vous n'allez pas avoir donc une marge de liberté totale. Aucun politicien ne peut me dire que s'il prenait le pouvoir aujourd'hui, même au Congo, oh, je vais relever le Congo en un clin d'œil, en un jour, ça c'est un mensonge. Il va rencontrer toujours la grande main, le bulldozer qui veut toujours s'intéresser à la vie des pays africains. Cette main-là, qu'il le veuille ou pas, il va la rencontrer sur son chemin. La main voudra lui pointer une direction dans laquelle il faut que la marche des choses aille. Et on doit toujours collaborer, négocier avec cette main-là. Et c'est la même main qui a mis Kagame là où il est aujourd'hui. Avec une mission que seuls les ignorants doivent prétendre, bien que seuls les ignorants continuent d'ignorer. Mais qu'une personne normale, c'est que c'était de s'accaparer du pouvoir au Rwanda d'abord, et ensuite ouvrir, faire sauter les verrous de la grande portière, le grand portail du Congo, afin que tous les démons entrent et qu'ils puissent se servir, voler les richesses. Et c'est cette mission bien accomplie qui a fait de Kagame un homme puissant de l'Afrique centrale. Et il veut toujours rester puissant. Mais il y a une réalité. On a eu des hommes puissants dans certains points du monde. Parmi eux, il y a Mobutu, dont l'histoire est connue. Mobutu était un homme puissant en Afrique centrale. Sa chance, c'est qu'il était ressortissant d'un pays riche. Il était bien assis sur le trône d'un pays dont le sous-sol et le sol sont pleins de richesses diverses. Et les maîtres ne devaient pas entrer par des fenêtres, ils devaient venir directement vers lui pour négocier et faire leurs affaires. Mais le comble
maintenant dans lequel se trouve Kagame, c'est que on a fait de lui un homme puissant en Afrique centrale. Mais ses origines, le trône où il est assis, est vide en dessous. Il est ressortissant d'un pays pauvre, un pays mendiant. Ça ne cadre pas très bien avec la stature d'un homme puissant. C'est pour cela que vous comprendrez que la puissance politique marche bien avec l'argent. Or, Kagame est assis sur un pays au sous-sol troué, au sous-sol vide. C'est pour cela que chaque fois, il doit entrer au Congo pour piller. C'est-à-dire, le pillage des richesses du Congo entretient ou bien pérennise sa puissance et fortifie sa stature d'homme fort de l'Afrique centrale. Puisque Kagame, sans les richesses du Congo, n'est plus homme fort. Qu'on se le dise. Ça, c'est vraiment une vérité. Sans les richesses du Congo, il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance en Afrique centrale pour Kagame. Et en observant bien ce qui s'est fait, c'est un mauvais jeu. Pourquoi? Parce que les puissances ont inversé les rôles. C'est-à-dire faire d'un pauvre un riche un pauvre. C'est-à-dire on fait du Rwanda pauvre qui devient riche et le Congo riche qui devient pauvre. Et c'est ce qui dérange, c'est ce qui fait crier beaucoup de gens dans le monde. Et ce rôle-là, même les maîtres de l'Occident savent, c'est un rôle temporaire. Ça ne peut pas durer éternellement. Pourquoi? Parce que il fallait profiter dans cet état de désordre là-bas. Quand il y a eu génocide, les esprits sont chauffés là-bas, les gens sont contents à gauche, les autres ont peur à droite là-bas. Donc il fallait faire n'importe quoi, donc mettre quelqu'un n'importe où. Mais la réalité nous dit maintenant que la place qu'on a donnée au monsieur qui fait trop de bruit aujourd'hui ne lui convient pas. C'est une place à partir de laquelle on ne peut pas avoir le pouvoir, on ne peut pas avoir le poids. C'est pour cela qu'il faut chercher la puissance. Entrer au Congo, c'est là où se trouve la vraie source de pouvoir, qui sont les richesses du Congo. Alors, comprenez qu'il y a une sorte de complexe d'infériorité. Moi, je peux appeler ça complexe d'infériorité. On est là, on est inférieur. Quand on regarde les Congolais comme ça, on voit les bénédictions que Dieu a jetées à leur tête. Toutes les bonnes choses qu'ils ont là-bas, ça rend quelqu'un fou dans le voisinage. Alors, on se sent inférieur. Et pour remonter ce complexe d'infériorité, il faut maintenant prendre le fouet. Donc, travailler le muscle pour aller chez les riches, donc les gens qui sont bénis, et afin de leur créer du trouble indéfiniment. C'est le jeu qui est en train de jouer donc le gouvernement rwandais aujourd'hui. Pourquoi? Ils savent très bien que dans un Congo pacifié, un Congo là où l'ordre et la sérénité, c'est-à-dire la paix véritable, régneront, ce serait un Congo prospère. Un Congo qui va avancer en un clin d'œil. Pourquoi? On n'aura pas trop de travail à faire. Nous avons les dépôts de richesses sous nos pieds. On n'aura pas travaillé dur, suer, pour remettre notre pays sur les rails. C'est question seulement de se mettre au travail, de réorganiser l'extraction de nos richesses, la distribution, donc l'exportation, et de savoir comment nous organiser chez nous.
Par contre, le voisin, lui, il sait que chez lui, il y a sécheresse. Il peut travailler durement, mais il n'y aura rien. Et utilisant maintenant sa stature d'homme fort, au lieu de venir à chercher la réconciliation avec les Congolais, donc entrer au Congo d'une manière honnête et orthodoxe, il y va par la force. Ce qui ne va pas beaucoup durer. Pourquoi? Parce qu'on ne construit jamais sur la force. On ne construit jamais avec la force, je veux dire. On construit avec l'amour, non pas avec la haine. On construit avec l'honnêteté, non pas avec un esprit de vol. Parce que entrer au Congo, piller, tuer les gens, tout ça, ok. C'est un travail auquel le gouvernement rwandais, depuis la prise de Kigali en 1900, je ne sais pas, 86, tout ça, un exercice auquel, je veux dire, le gouvernement rwandais s'adonne maintenant avec joie et oublie. Mais ils oublient, je veux dire, qu'il y a quelqu'un qui les regarde. Parce que ce quelqu'un continue toujours à dire, entre chez ton voisin, convoite les richesses de ton voisin, convoite sa femme, convoite ses enfants, pille ses richesses, viole sa femme, tue ses enfants. Eh bien, n'oublie pas que quand tu finiras de voler, il te volera aussi. Quand tu finiras de piller, il te pillera aussi. Quand tu finiras de violer la femme de ton voisin, il amènera aussi les violeurs pour violer ta femme. Et quand tu finiras de tuer les enfants de ton voisin, il amènera aussi des tueurs qui feront tomber tes enfants avec les épées, je veux dire. Donc, aucune loi n'a changé depuis que le monde est monde. C'est avec sagesse. Donc, les présidents, qu'ils soient africains, bien les présidents des autres pays dans le monde, doivent marcher avec ce principe dans la tête. Le trouble qui est au Congo, je ne cesse de le dire dans toutes mes interventions, c'est un trouble fabriqué de l'extérieur. Ça a commencé un long chemin en Occident, c'est venu, c'est passé par l'Ouganda, par le Rwanda, et c'est venu atterrir au Congo démocratique pour piller des richesses. Oui, mais ce que nous devons savoir, nous, en tant que Congolais, c'est il n'y a jamais eu de maître absolu parmi les hommes. Ce qu'ils sont en train de faire, il y a des gens qui ont excellé en ça, qui ont fait ça avant eux, et on a vu le résultat. Et ce qui est triste avec les présidents africains, c'est qu'ils n'apprennent pas des leçons. Ils se laissent utiliser pour tuer ou bien faire tuer leurs compatriotes, c'est-à-dire leurs frères de sang, leurs frères de race, et en fin de compte, pour voir un cercle se refermer autour d'eux et les emporter. Donc c'est le moment d'apprendre des leçons. Un homme qui se dit modèle pour le développement de l'Afrique doit bâtir son travail sur l'amour, la recherche de la paix avec les voisins et cela vraiment est un exemple à suivre. Nous avons connu
Donc, nous en avons vu de toutes les couleurs. Nous, c'est-à-dire le peuple congolais. Mais je suis sûr et je reste confident que cela n'a pas dépouillé notre grandeur. Qu'on vienne chez nous, qu'on vole, qu'on nous impose des histoires là-bas négatives, je continue à voir la grandeur dans les yeux des Congolais. Bien qu'on nous pousse à répondre à un crime par d'autres crimes. Parce que si vous regardez dans tout ça, la mission de l'agresseur, de l'attaquant, c'est-à-dire, lui c'est un criminel. Quand il vient là-bas, il sait qu'il ne fait qu'accumuler les crimes tous les jours. Il veut maintenant vous pousser vous aussi à entrer dans la spirale des crimes là-bas, pour que vous puissiez vous retrouver, vous tous tachés là-bas. Alors, nous les Congolais, regardez-nous. Bien qu'on a eu un président dictateur comme Mobutu, qui est parti, après nous avoir fait voir de toutes les couleurs, il nous a laissés. On est là. On n'a jamais attaqué d'autres pays. On est chez nous. On se contente de rester chez nous. D'être nous, c'est-à-dire d'être Congolais. Si on peut sortir pour aller dans d'autres pays, c'est soit on le veut, ou bien on est contraint par tous les désordres, c'est-à-dire qu'on crée au Congo. C'est pourquoi nous demandons aux institutions du monde de vraiment se pencher sur ce dossier. Parce que si vous regardez aujourd'hui, comme je l'ai dit, le monde n'est plus ce qu'il était. Beaucoup de gens connaissent la vérité. Donc c'est difficile d'aller prêcher des mensonges aux gens, que ce soit sur le plan politique, économique ou tout ça. Non, les gens connaissent maintenant qu'il y a quelque chose qu'il faut refaire dans le système politico-économique du monde entier. La preuve, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle le printemps arabe. Regardez dans les pays occidentaux là-bas, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la Grèce. Les gens grognent, ils grondent tous les jours. Il y a des manifestations infinies là-bas. C'est quoi? C'est-à-dire, le peuple dans la rue ont compris que les classes dirigeantes, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, ont failli à leur mission. Il faut qu'il y ait changement. Alors, il faut être un président africain mal informé ou bien mal intentionné pour ne pas commencer déjà à s'apprêter à changer. Parce que les maîtres qui sont en train d'utiliser le gouvernement rwandais aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'ils le font avec les Rwandais. J'ai dit, ils l'ont fait avec beaucoup de gens. Ils l'ont fait avec Mobutu, qui était l'homme le plus riche. Ils le comptaient même parmi les 3, bien les 4 milliardaires de la planète Terre. Et après tout ce que Mobutu leur a donné, tout ce que Mobutu a fait comme devoir, ils l'ont lâché. Et les mêmes gens qui lui jetaient des fleurs ont commencé à lui dire des bêtises. On commençait à le présenter aux médias comme le dictateur sanglant, un voleur là-bas, tout ça. Donc, toutes choses négatives étaient jetées sur le dos de Mobutu. Ok, cela sont une leçon pour le Rwanda. On a donné trop de raisons dans le passé. Oh, nous craignons pour notre sécurité. Je me rappelle, c'est ce que certaines autorités rwandaises disaient dans le passé. Donc, ils craignaient que le Rwanda se trouve dans un état d'insécurité. Pourquoi les forces qui inquiétaient, c'était les Interahamwe et Hutus qui avaient fui pour se retrouver en majorité là-bas au Congo démocratique. Est-ce que cet argument est-il encore valable aujourd'hui? Si nous regardons la marche du monde, la marche de l'Afrique, la réalité au Rwanda et au Congo, y a-t-il encore des Interahamwe susceptibles d'inquiéter le pouvoir de Kagame? Regardez, Kagame est entré au Congo avec Museveni.
sous la bannière de l'AFDL, donc l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, qui en réalité était leur force, sont entrés au Congo. Ils ont régné au Congo pendant une année full, donc une année pleine. Et ils ont tout fait pour se rendre compte qu'il fallait balayer. Et leur passage, l'histoire est là, et le dossier les attend toujours. Ils ont fait des morts. Plus ou moins 750 000 autres réfugiés au Congo étaient tués, parmi lesquels, non pas seulement ce qu'on appelle les interarmes, c'est-à-dire des guerriers, non. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants innocents qui n'avaient rien à faire avec le génocide au Rwanda. Mais tout ce monde-là était tué et jeté dans les ruisseaux, les fleuves, les lacs, tout ça. Si du moins le fleuve congolais, les ruisseaux, les lacs pouvaient parler, je pense que le monde allait s'étonner du nombre de Hutus qu'on avait raclés par le mouvement de Kagame et de Museveni, soutenu par leurs patrons occidentaux. Et ce dossier-là, ils ont voulu le jeter sur la tête de Laurent Désiré Kabila. Or qu'en réalité, ceux qui commandaient dans les forces militaires qui étaient sous la bannière de l'AFDL, c'était Kayumba et Kabarebe. Et on n'a jamais cité ces gens-là. Quand on en parle, c'est pour dire non, ce sont des vaillants combattants, des vaillants militaires, des braves, tout ça. Nous attendons pour voir la justice dans ce dossier-là. Modèle de démocratie, moi je peux dire, comme je l'ai dit d'ailleurs, le Rwanda ne m'impressionne pas comme une démocratie. C'est une dictature, donc peinte avec les couleurs, la base occidentaux, parce qu'ils sont en train d'utiliser la dictature en question pour avoir, s'accaparer de ce qu'ils veulent. Et quand ils seront rassasiés, je suis sûr, la peinture sera déjà usée. Et on verra l'intérieur véritable de ce qui se fait au Rwanda. Il y a eu un massacre au Rwanda qu'on appelle génocide. Et après le génocide, moi j'ai remarqué qu'il y a une sorte donc, de mission, c'est-à-dire un plan là-bas, c'est-à-dire les gens se tuent, ils s'entretuent, c'est-à-dire les Hutus et les Tutsis se sont entretués pour créer ce qu'on appelait par après le génocide rwandais. Mais avec le gouvernement qui est en place, et ils sont en train de montrer donc cet événement comme si c'est seulement un groupe de gens qui a tué un autre. Les autres là n'ont rien fait. Oui, s'ils se sont défendus, ils n'ont pas fait beaucoup de choses sur le territoire rwandais, mais ils ont fait beaucoup de gaffes en dehors du territoire rwandais. C'est-à-dire Kagame a répondu au génocide rwandais qu'il a imputé aux Hutus, qu'on appelle l'Interahamwe. Il a répondu à ce génocide-là par un autre génocide. C'est-à-dire, il n'y a pas de justice de deux côtés. Tout le monde est coupable quelque part. C'est pour cela que j'ai dit quelque part qu'ils doivent s'asseoir autour d'une table. Et c'était d'ailleurs le plan qu'avait la brave femme Victoire Ingabire, qui est venue dire, j'ai lu ça quelque part dans les journaux, que parler des génocides, présenter les Hutus aux yeux du monde comme les seuls tueurs, les seuls génocidaires, c'est bien. Mais la réalité du terrain, si nous voulons vraiment ouvrir le colis, ça nous montre autre chose. N'y a-t-il pas une réaction? Donc, un autre génocide pour effacer le premier génocide. C'est ce qu'il y a eu. Et si la femme était faible, donc Victoire Ingabire, si elle était faible, selon
mes analyses, je pense que le gouvernement rwandais n'allait pas la déranger. C'est un signe qu'il y a un malaise au Rwanda. Bien que les gens ne parlent pas, ils gardent ça dans le cœur. Pourquoi? Ils sont sous la houlette d'un pouvoir dictatorial. Ils ont peur. Et la majorité, c'est les Hutus. Ils ont été tellement traumatisés, on leur a collé l'image des génocidaires. Même ceux qui n'ont pas tué, tous, on les a mis dans un seul sac là-bas. On les présente comme génocidaires. Ils n'ont plus la liberté. Hein? On leur a vendu une image là-bas de culpabilité profonde. C'est-à-dire quand ils se réveillent là-bas, ils se promènent durant toute la journée, ils vont au lit, c'est avec cette image là-bas, je suis génocidaire. On m'appelle génocidaire. À force de répéter cela, c'est ce que j'ai dit dans l'une de mes interventions. C'est ce qu'on appelle le trafic de postulats. Vous voyez, il faut créer un postulat. Le génocide a été commis de deux côtés, c'est-à-dire et chez les Hutus et chez les Tutsis. Mais comme le pouvoir est dans les mains d'un président Tutsi, il s'accapare de ça, il crée un postulat, une phrase qui dit Hutu, c'est synonyme de génocidaire. C'est-à-dire Hutu rwandais égale synonyme de génocidaire. Et les Hutus vivent avec ça tous les jours. Ils n'ont plus le droit de réclamer quelque chose, de se plaindre quand quelque chose ne va pas. Ils sont là calmes. On organise des élections là où une minorité de 15% gagne les élections avec 99,9%. Et on appelle ça démocratie. Et on veut aller donner des leçons à d'autres pays qu'on appelle antidémocratiques, spécialement la République démocratique du Congo. Mais ça, c'est la comédie. Après avoir observé tout cela, moi, je peux dire, il y a ce que Honoré Balzac, le fameux écrivain français, appelait la comédie humaine. Il y a vraiment une très grande comédie humaine dans le monde politique d'aujourd'hui. Et avec tout ça regardé, je ne sais pas si Kagame a le temps de se regarder dans le miroir, de demander la vraie vérité. Parce que je sais que beaucoup de dictateurs, ils sont souvent enfermés dans leur tour d'ivoire. C'est-à-dire, ils sont entourés des gens qui sont là, rien que pour les flatter. Oh, c'est toi le grand, c'est toi l'excellent, et ils sont contents. Or, en dehors de cette tour d'ivoire là-bas, il y a la vraie réalité. Je ne sais pas si Kagame a le temps de se regarder dans le miroir et de faire un auto-examen pour voir si vraiment il est positif à ses propres yeux et aux yeux de ceux qui lui chantent des gloires et qui lui jettent des fleurs tous les jours. Je lui demanderai de faire cet examen. Parce que, selon moi, si nous regardons après une observation profonde, on a l'impression que Kagame est devenu un cancer maintenant pour l'Afrique centrale. C'est-à-dire la présence de Kagame, le pouvoir de Kagame, c'est la source des malheurs des gens autour de lui, si pas au Rwanda, en dehors. Kagame rime avec pillage, dictature, orgueil. C'est-à-dire il ne faut pas écouter ce que les autres disent. Donc il est là, il veut construire un Rwanda selon son image, tout en oubliant les autres. On ne construit pas un pays comme ça. Le pays se construit, non pas avec des mains, avec des bétons, mais le pays se construit avec un cœur. C'est pourquoi j'ai dit, et je le reprends encore, je demanderai, s'il y a un conseil que moi je peux donner au président Kagame, c'est de revoir sa politique. Jusqu'à preuve du contraire, il est africain et restera africain. Un occidental peut t'utiliser. Tu peux vouloir t'élever, voler comme un aigle en haut là-bas, faire le soleil, pour te présenter comme lui. Il te retournera toujours à ta place. Il te dira,
de te souvenir que tu es africain. Et tu restes et tu resteras africain. Alors la sagesse, c'est que les Africains cessent de servir les gens d'autres cieux au détriment de leurs propres frères africains. Pourquoi boucher les oreilles? Il y a trop de leçons à apprendre, il y a trop de choses qu'on a vues. J'ai dit, Kagame n'est pas le premier à le faire. Il y a eu des gens qui l'ont fait avant lui. Et lui, je pense qu'il est mieux placé. Il faut apprendre les leçons de l'histoire. Pourquoi reprendre les mêmes bêtises, hein? Le même cercle vicieux? Puisque si tu condamnes les autres, tu dis les Hutus étaient au pouvoir pendant longtemps. Ils ont malmené les Tutsis au Rwanda. Pas de problème. C'est un problème rwandais. Ça arrive en Afrique. Il y a des présidents, il y a le tribalisme. Ok, on accepte ça. Oui. Tu es venu maintenant pour remédier à la situation ou bien pour continuer encore la série de ce blocage-là. C'est-à-dire, comme ils ont fait souffrir, nous aussi, nous allons les faire souffrir. C'est-à-dire, vous ne construisez rien. En clair, vous êtes en train de tourner en rond. C'est pourquoi il vous faut un débouché. Organisez les assises chez vous, ce que vous pouvez appeler, je ne sais pas, une conférence nationale souveraine, je ne sais quoi là-bas, mettez-vous autour d'une table, chose que vous n'avez pas encore faite chez vous. Vous êtes occupés à pointer les doigts aux Congolais. On a nos problèmes, c'est à nous, Congolais, de nous asseoir aussi pour régler nos problèmes. Aussi, réglez vos problèmes. Ne vous occupez pas de nous, occupez-vous de vos habits sales, lavez-les en famille. Car moi, je suis convaincu, j'ai l'information aussi, tout le monde lit des choses, il y a la réalité du terrain. Le Rwanda n'est pas en paix. Le Rwanda n'est pas en paix, d'abord avec le Congo démocratique. Le Rwanda n'est pas en paix avec d'autres pays, même s'il ne se prononce pas. Et le Rwanda n'est pas, ce qui est pire, c'est que le Rwanda n'est pas en paix avec lui-même. Réconciliez-vous d'abord, avant de chercher à donner des leçons de la bonne gouvernance, de la démocratie aux autres. Le M23, pour revenir au sujet du jour, ce sont les Rwandais. Ils peuvent monter, descendre, se cacher derrière les arbres là-bas, donc changer les visages là-bas, changer les habits. Rien n'est nouveau sous le soleil. C'est un jeu politique qui a toujours été joué au cours de l'histoire. Le M23, c'est un produit de Kigali. Ce sont les Rwandais. Je sais, il peut y avoir certaines têtes de Congolais là-bas. Ce sont des Congolais égarés. Ils sont là. Ils ont envie d'être vus. Ils ont envie d'être payés là. Ils n'ont pas d'argent, tout ça. Ils s'allient tout simplement là-bas, tout en oubliant qu'ils ne seront jamais libres. Ils ne seront jamais maîtres de la situation. Parce qu'ils seront toujours utilisés par le Rwanda qui est utilisé par les Occidentaux. Donc c'est ce qu'on appelle un marché de dupes. Vous croyez utiliser, donc faire pression sur le gouvernement du Congo, alors c'est le Rwanda qui fait pression sur vous, qui vous a créé en tant qu'M23, et le Rwanda aussi subit la pression de la communauté internationale. Hein? Vous voyez, le circuit est là, fermé. Et en fin de compte, qui gagne? C'est le grand. Le Congo, c'est un pays large, un pays riche en minéraux, en faune et en flore. Mais nous avons connu des problèmes, comme je l'ai dit. La gouvernance n'a pas été bonne. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre, nous Congolais aussi. Ça, il ne faut pas s'en cacher. Il y a des choses que nous devons apprendre. Il y a des attitudes que nous devons donc aplanir, donc remédier à certains de nos comportements pour bâtir un pays fort. Mais avec la situation actuelle,
quand le M23 prend la ville de Goma. C'est combien de personnes d'abord? Même s'ils sont 1000, 2000, ils se réclament congolais. Moi, je vois que c'est simple. Appelez ces gens-là. Le Congo est tellement vaste. Appelez-les, déposez vos armes là-bas. On ne va pas négocier avec les armes. On ne vient pas seulement au Congo chercher le pouvoir. C'est ça le mal qu'ont ces gens-là. C'est-à-dire pour eux, entrer au Congo, devenir congolais, c'est seulement être congolais quand on est à la présidence, quand on est ministre, quand on est, je ne sais pas, ambassadeur. Non, tu peux être congolais libre comme ça, tu fais tes affaires comme tout le monde. Qu'ils viennent au Congo, qu'ils soient au nombre de 2000, selon moi, ça c'est ma proposition. Appelez-les avec toutes leurs femmes, leurs enfants, cousins, même la famille là élargie. Mettez-les dans des gros avions là-bas, amenez-les au Congo, non pas à la frontière. Car ils seront toujours la source des problèmes. Il y a trop de places au Congo, on ne va pas les inquiéter. Amenez-les au centre du Congo, même à Kindu, qu'ils restent là-bas dans une ville. Là, on va comme ça leur donner de l'argent, payer ces gens-là 2000 $ américains par mois, qu'ils restent dans le bonheur qu'ils cherchent au Congo. Parce que c'est le bonheur congolais. Le Congo, c'est l'Eldorado. Tout le monde veut devenir congolais, mais c'est la manière qu'utilisent ces gens-là pour vouloir devenir congolais qui ne nous plaît pas. Je sais que le monde a avancé. La nationalité est devenue fluide. Dans beaucoup de pays, il y a une sorte de tolérance là-bas, c'est-à-dire ce qu'on appelle le droit de naissance. Quand vous êtes né sur le sol de tel ou tel pays, selon la constitution, oh, tu peux devenir acteur politique là-bas et faire des choses. S'il fallait mettre des blocages, Nicolas Sarkozy n'allait pas devenir président de la France. S'il fallait reconsidérer toujours les origines, même Barack Obama ne devait pas régner aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas une grande question. Et c'est une grande question aussi. Ce n'est pas une grande question quand vous l'approchez, quand vous suivez la loi. Venez chez nous, déclarez-vous, moi j'ai toujours aimé le Congo. Je veux devenir congolais. Il y a des formulaires à remplir. On va étudier votre cas. Et la décision finale, il y a des organes du gouvernement qui répondront, soit positivement, soit négativement, et on fera de vous un Congolais ou pas. Mais venir avec les armes, ça, messieurs, nous ne pouvons pas accepter ça. Parce que même en Amérique où je suis, on ne peut pas devenir américain avec une arme à la main. Tu entres aux États-Unis d'Amérique, tu dis « I want to be American ». Et ton américanité, c'est-à-dire ne pas vivre comme monsieur tout le monde. Aller au travail, revenir, étudier. Non, tu veux seulement aller à la Maison Blanche, au Sénat. Moi, je vais devenir américain seulement quand je suis sénateur. Les Américains ne peuvent pas t'accepter comme ça. Aller en France là-bas, chercher à devenir français, rien que pour devenir politicien et président. Toi, tu penses que les Français vont accepter ça? Non. Alors, pourquoi l'imposer aux Congolais? Pourquoi l'imposer aux Congolais? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses auxquelles, non pas seulement le Congo démocratique, et même les pays voisins donneurs des leçons, ils doivent remédier à ces choses-là. Nous ne sommes pas ici pour donner des leçons à qui que ce soit, nous Congolais. Nous ne sommes pas ici pour dire nous sommes des saints. On reconnaît, on a nos problèmes. Mais laissez-nous résoudre nos problèmes au lieu de venir ajouter encore d'autres montagnes de problèmes aux problèmes qu'on a au Congo. Vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes en créant d'autres problèmes au Congo. Car le Congo, vouloir ou pas, c'est toujours un grand pays. Ne poussez pas les Congolais à la limite de la patience. Puisqu'un jour, les Congolais verront que, en tout cas, vous avez tellement monté sur leurs pieds, hein, vous vous êtes introduit. Donc, au lieu de rester au salon, vous voulez entrer dans leur chambre, dans leur intimité. Ils vont commencer aussi à prendre les armes pour se défendre. Et le Congo est grand. Le Congo est grand et vous aurez des problèmes sérieux. Donc, nous ne voulons pas, nous n'avons pas la culture des génocides, nous n'avons pas la culture des tueries sans raison là-bas. Ce n'est pas dans la culture congolaise. Si c'est dans la culture rwandaise, ok, restez avec ça. Mais venez chez nous en tant qu'homme civilisé. Ne venez pas chez nous en tant que sauvage.
Là, on ne peut pas accepter. Le M23, c'est un groupe d'hommes qui entre comme ça, qui prend la ville de Goma. Le groupe là entre et ça prend la ville de Goma. On fait trop de bruit. Il y a même des gens qui disent l'armée n'est pas bien formée au Congo, tout ça, blablabla. Ok, on vous comprend. On peut avoir des problèmes d'armée au Congo, c'est-à-dire notre armée n'est pas ici, elle devait être comme ça. Pas de problème, on accepte tout. Mais n'oubliez pas qu'avec ce combat qui a eu lieu, bien qu'on n'est pas fanatique du gouvernement congolais en place, les observateurs du monde entier ont dit que l'armée congolaise, les FARDC, se sont battus quand même. Ils ont fait un effort, ils ont essayé de se battre. Et le grand problème, c'est quoi? Au lieu de crier, comme dans le désert là-bas, sans être informé, c'est quoi? Le Congo, c'est un grand pays qui est sous embargo. C'est-à-dire le Congo démocratique n'a pas le droit de se payer des armes. Alors, le Rwanda est surarmé par les Occidentaux. Allez au Rwanda, allez en Ouganda, il y a des stocks impossibles d'armes. Des petits pays, mais pas armés, je dis surarmés, c'est-à-dire armés à l'excès. Un jeu qui commence à l'ONU là-bas, les messieurs malins, les messieurs puissants, ils se mettent là, ils ont envie de piller au Congo, de voler, ils disent, ok, le Congo c'est un grand pays. Si nous laissons aux Congolais le temps de se organiser là-bas, dans une année, 5 ans, 10, il y aura une armée forte. Parce que les Congolais auront aussi le sentiment qu'il faut protéger leur pays. Alors, il sera impossible qu'un petit pays comme le Rwanda puisse entrer là-bas. Parce que l'armée congolaise sera une grande armée forte, une grande armée composée de plusieurs personnes. Alors, pour empêcher aux Congolais de s'organiser, c'est quoi? Ok, on met l'embargo. Congo démocratique, tu n'as pas le droit d'acheter les armes. Et les armes débarquent au Rwanda et en Ouganda notamment. Et vous dérangez le Congo. Vous venez bien armé, surarmé, le Congo n'a rien. Et vous commencez à rigoler, vous critiquez même le Congo. Moi, je ne peux pas le faire. Je peux être pour ou contre le gouvernement congolais en place. Mais en tant que Congolais, connaissant la réalité du terrain, je ne peux pas me réjouir quand on empêche à mon pays de se pourvoir en armes et qu'on donne cette opportunité à 2 petits pays voisins là-bas, qu'on surarme pour venir tuer mes frères congolais qui essaient quand même de faire de leur mieux pour protéger le territoire congolais. Et moi, est-ce que je peux rigoler? Oh, les Congolais n'ont rien fait. Il faut être mal informé pour dire ça. Si on aime les Congolais, il faut les laisser acheter aussi les armes. Et on voit à la télévision, les Occidentaux se mettent là-bas. Oh, débat sur le Congo. L'armée congolaise, pourquoi l'armée congolaise ne s'est pas défendue là-bas? Les militaires ont pris fuite. Il y a eu des routes, tout ça. Mais, chers amis, je me souviens de mon père qui me disait toujours, mon fils, il y a certaines histoires qu'il ne faut pas aller à l'école pour les comprendre. Il y a de ces histoires là-bas qu'il ne faut pas avoir une licence ou bien un doctorat pour comprendre. Un homme bien posé, un homme normal, qui regarde et qui voit, comprendra facilement ce qui se passe au Congo. Mais il y a d'autres, malgré que la guerre a duré beaucoup d'années, ils ne sont pas parvenus même à capter un petit signe qui fait que le Congo est en train de subir ce qu'il est en train de subir aujourd'hui. Et quand vous ne comprenez pas cela, croyez-vous que vous allez devenir politicien et gérer le Grand Congo? Ça, c'est faux. C'est ce qu'on appelle se faire des illusions. Le problème qui est au Congo n'est pas congolais. C'est un problème international. La communauté internationale est là.
On voit l'ONU se défendre dans d'autres pays. L'ONU faire la loi. Mais pourquoi l'ONU au Congo, la MONUSCO est là? Le gouvernement congolais occupait la ville de Goma, c'est-à-dire c'est notre ville. Après cette guerre, l'armée congolaise a battu en retraite. Et les Rwandais, M23, sont venus avec quelques visages là congolais comme d'habitude, les Congolais idiots, des idiots utiles. C'est-à-dire qu'ils utilisent pour faire croire que c'est un problème congolais, alors que ce n'est pas un problème congolais. C'est un problème des Rwandais et des Occidentaux qui veulent forcer la main des Congolais à leur laisser les champs libres pour voler les richesses. On voit les Congolais venir là-bas, le M23 entrer là. La MONUSCO est là, calme. La même MONUSCO qui a collaboré avec le gouvernement du Congo se retrouve maintenant en train de collaborer, s'il vous plaît, avec les M23. Ils disent, oh, laissez-nous l'aéroport. C'est nous qui allons sécuriser l'aéroport. Vous allez dans la ville. Et malgré tout ça, il y a des Congolais qui ne sont pas parvenus à comprendre la réalité du terrain. C'est triste, mais il faut qu'on en parle. Kagame est devenu le cancer de l'Afrique centrale. C'est-à-dire, il a amené en Afrique centrale une mauvaise culture qui n'existait pas avant lui. La contagion des violences et des tueries inutiles. Tout ça pour asseoir un pouvoir minoritaire contre une population majoritaire. Nous sommes allés à l'école. Les donneurs de leçons occidentaux nous ont appris que la démocratie, c'est la décision mais la volonté de la majorité. Or, au Rwanda, les Hutus c'est 85% et les Tutsis c'est 15%. C'est-à-dire la démocratie, ça doit être la volonté des Hutus. Nous sommes des Africains, on connaît comment on va aux élections. Si on organise des élections sans pression morale, pression psychologique sur les gens là-bas, c'est-à-dire prenez Kagame, éloignez-le un peu trop loin là-bas. Parce que c'est lui qui est en train de traumatiser les gens là-bas. Éloignez-le un tout petit peu. Laissez les urnes là-bas, que les Hutus et Tutsis rwandais se rendent aux élections pour voter leur candidat. La réponse est claire. Un Hutu sera président du Rwanda. Pourquoi les Hutus sont majoritaires? C'est dans la tradition des Africains. Mais quand un membre de 15% de la population du pays devient président avec 99,9%, moi ça me fait rire. Et on appelle ça démocratie. Alors vous voyez dans tout ça, c'est les Africains qui rendent un mauvais service à l'Afrique. Les dirigeants africains en masse sont à la base du mauvais service qu'ils rendent au continent africain. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas donc d'idéologie profonde, qui ne collent pas à des décisions là-bas. Moi, je veux ceci. Il y aura des barrières, il y aura ça, mais en tout cas, c'est cela. On ne peut pas développer l'Afrique si les hommes intègres sont tous tués et remplacés par des bourriques là-bas, hein, donc des traîtres qui sont là pour servir les étrangers. On va trop durer dans la spirale là-bas des condamnations. On va condamner les Occidentaux, oui, ils ont leur rôle. Le rôle qu'ils jouent en Afrique. Mais les Africains, on a aussi un rôle. Pour que ce qui arrive en Afrique puisse arriver, c'est-à-dire il y a des gens qui ouvrent la porte.
pour permettre aux étrangers, aux pillards de venir piller. Si les dirigeants africains étaient des responsables là-bas, en masse, tous, en majorité à leur organisation de l'Union africaine qui est devenue donc l'Union africaine, s'ils étaient responsables en masse là-bas, c'est-à-dire la majeure partie, l'Afrique n'allait pas connaître ce qu'elle est en train de connaître aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des faillances dans les dirigeants africains. La majorité sont des gens, si vous regardez, sont arrivés au pouvoir d'une manière malhonnête, en versant le sang, en faisant des coups. Ils sont là-bas. Est-ce que vous croyez que ces gens-là peuvent siéger pour dire de bonnes choses à propos de l'Afrique, pour condamner la violence dans un pays africain, pour condamner les coups d'État, les prises de pouvoir par les armes? Non, parce qu'eux aussi sont arrivés au pouvoir de la même manière. Alors vous comprenez que l'Afrique a aussi une part de responsabilité. Bien que l'Occident en a, mais l'Afrique aussi doit revoir sa façon de faire les choses et de concevoir les choses. Parce que les Blancs ne sont pas des dieux. Les Occidentaux ne sont pas des dieux. Ils profitent de la faiblesse des Africains, de la malhonnêteté des Africains pour faire ce qu'ils font. Il y a de ces choses qui se passent en Afrique, que les Occidentaux réussissent à faire en Afrique, qu'aucun Africain ne peut réussir de le faire en Occident. Pourquoi? Regardez la moralité en ce qui concerne le patriotisme, l'amour du pays. En Europe, en Occident en général, cette moralité est élevée. Ce n'est pas venu comme ça du coup, c'est-à-dire l'Europe s'est créée comme ça, les gens, les Européens étaient endormis, ils ont ouvert les yeux, ils ont vu des buildings là-bas, système économique fort, tout ça. Non! C'est une chose qu'ils ont commencé à bâtir à partir de la terre, comme les Américains disent, from the ground. Et petit à petit, ils sont passés aussi par des périodes de difficultés économiques, crise de ceci, crise en cela, et avec l'expérience, ils sont arrivés où ils sont aujourd'hui. Les gouvernants africains ne font aucun effort. Ils ne sont pas prêts à se sacrifier pour l'Afrique. Ce qu'ils veulent, c'est prendre le pouvoir par tous les moyens, même par les moyens illicites, les moyens obscurs, les moyens négatifs, qu'il soit président. C'est ça son problème. Et après cette présidence-là, toi, tu penses que ce qui a été acquis d'une manière négative peut produire quels fruits? Des fruits négatifs. C'est pourquoi l'Afrique recule. Toujours. L'Afrique est donc en panne de démarrage. Et cette panne-là est d'abord causée par les dirigeants africains et ensuite les dirigeants occidentaux qui en profitent. C'est la question du jour. Il faut vraiment qu'il y ait paix en Afrique centrale. Nous refusons les gens qui se croient qu'ils sont plus malins, alors qu'ils ne le sont pas. Quand vous venez chez des gens, vous pillez, vous volez, les gens vous regardent comme ça. Il ne faut pas croire que les Congolais sont des imbéciles. Ça, c'est vraiment une erreur. Un peuple qui vous regarde faire les choses, qui ne réagit pas d'abord, ne le prenez pas que c'est un peuple éternellement faible, éternellement fragile, imbécile là-bas. Parce que je sais que les jours où les Congolais vont s'élever, mais ça va barder. Pourquoi? Vous avez déjà introduit une culture de la violence au Congo. Une culture que les Congolais ne connaissaient pas. Vous avez introduit cette culture-là. Vouloir ou pas, il y aura ce qu'on appelle un effet boomerang. Ce que vous avez introduit, ça va retourner. Un jour, tôt ou tard, ça vous retournera. Nous en avons assez dans des présidents là-bas qui pensent qu'ils sont trop malins. Quand il y a un génocide au Rwanda, vous collectez tous les os là-bas, des gens qu'on a tués. Vous les mettez là-bas dans un musée et vous utilisez ce musée là-bas en forme de pression psychologique sur les Hutus. C'est-à-dire quand ils voient ça tous les jours, c'est comme si vous leur rappelez, c'est vous les tueurs, alors qu'ils ne sont pas les seuls tueurs. Le génocide n'est pas Hutu, c'est un génocide rwandais, c'est-à-dire de deux côtés, il y a eu massacre. Et selon les infos qu'on a eues, ce sont les Hutus qui ont la charge d'aller laver ces eaux là-bas, d'embellir et d'aménager
dans le musée là-bas du génocide. Nous devons tirer des leçons. Tout ce qui nous arrive, que ce soit le bien ou le mal, que cela nous serve de matière à réflexion. Sinon, on reprendra toujours les mêmes bêtises. On refera toujours les mêmes erreurs. Et on se retrouvera encore sur la case de départ. C'est pour ça que j'ai dit, construire le Rwanda aujourd'hui, cela n'est pas construire les routes, les bâtiments, c'est construire d'abord les cœurs des Rwandais. Kagame, Rwandan people need to sit together. You need to reconcile the hearts of the Rwandan people, please. You need an occasion whereby you need to create something so Rwandan people, they can come together and sit together. You need to talk to each other sincerely, honestly. You need to build up the hearts of the Rwandan people. It's not bad to build beautiful roads, buildings, to build up your economy. That's not a bad thing. That's good. But this is not going to do to create the power, the energy, and the strength of the Rwanda people need, or the Rwanda people are dreaming about. No. That's going to have an end. It's not going to be a durable solution. The durable solution is going to come when the Rwandan government starts a process whereby the Rwandan people, Hutu and Tutsi, can come together. You need to sit to talk to each other sincerely, as the South African people did. When Mandela was freed from the prison, when Mandela became the president, you need to sit and talk. Otherwise, what you are doing that in vain. It's like building a castle on the sand. That's not going to resist if the wind blows. Please, leave Congo alone. If you can hear me, Mr. Kagame, leave Congo alone. Congo is not for Rwandans. Rwanda is not for Congolese. Rwanda is for Rwandans, and Congo is for Congolese. We need peace so that we can build our prosperity. We are so rich in too many resources. Please give us time, give us a break so that we can use those resources to build up our country. We know that it's not going to take us a day. It may take us 10, 20, even 30 years. This is our business. We don't need any lesson from anybody. We know we have our problems, and we're going to sit together and see how to finish our problems. But you too, sit together with your Hutu brothers. Sit and build up a true Rwanda, which means not a Rwanda with beautiful roads, beautiful buildings, or a strong economy. That's nothing. The true Rwanda is going to be built the day, only the day, the Rwandan government is going to sit and convene a great meeting whereby Hutu and Tutsi people should sit and open their hearts. Talk together. You need to forgive each other for a better start. Je pense que j'ai bien parlé. À bon entendeur, salut. Ne jamais trahir le Congo. Pour le Congo, où que nous soyons, nous parlerons et nous mourrons. Merci bien.